Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir Yves. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu? Moi, je vais très très bien et puis on vous démarre l'année sur les chapeaux de roue avec toi. Et puis on va parler de quelque chose d'un peu particulier. Alors souvent, quand on est amoureux, c'est bientôt après la Saint-Valentin, on peut offrir des fleurs. Et toi, tu vas nous offrir des pétales. Je vais vous offrir carrément une maison en pétales si vous la construisez vous-même. Carrément. Alors là, mon bouquet de fleurs à côté de ça, j'ai plus qu'à aller me cacher. Donc, avant de parler un peu de ta maison en pétales, parce que je vois que comme moi, tu as quelques petits cheveux gris, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, volontiers. Écoute, j'ai fait beaucoup de rénovations dans ma vie et je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de matériaux, même si on utilisait des matériaux écolos et que l'énergie grise qui était utilisée à travers une rénovation de grange, de maison était importante. Ça prenait un temps considérable et aussi un argent considérable. Et à un moment donné dans ma vie, j'étais un petit peu fatigué de la rénovation et je me suis dit en même temps, ces maisons que je rénove, elles sont pas faites pour la bourse de mes enfants et du coup, j'ai réfléchi à d'autres manières de construire un habitat, une autre manière de se loger qui soit accessible à la plupart. Voilà, donc c'était une recherche, rapide dans le sens où, ma fille m'a titillé en me disant: «Mais j'aimerais bien construire avec toi un habitat» et puis ça m'a titillé et depuis là, j'ai commencé à faire une maquette. J'ai joué au Capla, en fait, à vrai dire, au début, on en reparlera peut-être et puis j'ai construit un habitat léger à base de couches de bois collées, clouées. Voilà il y a plein de possibilités à faire. Une sorte de lamellé-collé, en fait. La 1re version, c'est une maison nomade, hein, mon site s'appelle Maison Nomade et en la dernière version, c'est la maison en pétales. C'est en gros, un pistil, dodécagonal avec des pétales qui sont des chambres et ça répond à une demande qui aujourd'hui est intense de la part des gens qui vivent en habitat léger. Ils souffrent souvent de la promiscuité dans l'habitat parce qu'en général, on n'a qu'une pièce. Et du coup, je pense que c'est assez urgent de réfléchir à des solutions d'habitat réversible ou d'habitat démontable avec des pièces pour que ce soit adaptatif au nombre de personnes dans la famille, etc., etc. Voilà. Si je schématise un tout petit peu, puisqu'après, pour l'instant, on est un peu dans la surprise, on ne sait pas trop ce que c'est ta maison en pétales. Et donc, si je schématise un petit peu, il y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent, c'est la maison, la yourte, après, qui peut être réaménagée avec la paillourte ou avec des choses ainsi, avec effectivement l'inconvénient de ce que tu viens de dire, c'est d'avoir qu'une seule pièce, tandis que toi, tu es en train de faire une yourte plus plus, si je comprends bien. Alors écoute, c'est un sujet délicat parce que, si tu veux, au niveau thermique, ça n'a rien à voir avec la construction d'une yourte. En fait, c'est un habitat qui se rapproche de la maison Saturbois. Elle est conçue sur les principes de la maison Saturbois. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus dans les détails et si tu veux, on n'a pas les problèmes, qu'on peut avoir au niveau thermique, au niveau, acoustique et cetera, ou d'humidité qu'on peut avoir dans une yourte. Voilà donc oui, elle a la forme de la yourte en fait parce qu'elle a 12 côtés, qu'elle est ronde, mais enfin, elle est dodécagonale, elle est pas ronde. On a des facettes, donc elle est dodécagonale, elle est construite sur un plan dodécagonal et puis maintenant, on a les pétales qui se rajoutent, qui peuvent se construire, s'enlever éventuellement, se greffer sur un nouvel habitat, sur un même pistil, sur un pistil du même type, on va dire. Et du coup, il y a une manière de pouvoir se déplacer avec sa chambre quand on a grandi dans une maison et qu'on prend son indépendance en tant qu'enfant, par exemple, hein. Alors Voilà. là, Yves, je pense qu'on a perdu tout le monde parce que y a tout le monde se dit, mais quoi, il vient, c'est quoi cette maison, ça ressemble à quoi? Allez! Donc maintenant, allez, là, on va partager l'écran parce que là, j'en peux plus. Il faut absolument que je vois ta maison, là. Non, moi, je pense qu'on va travailler avec les plans SketchUp en visuel, ça risque d'être pas mal.
D'accord. Voilà, enfin, on voit ton partage, mais je comprends pas. Tu m'as parlé au début d'une maison en pétales, et là j'ai l'impression, puisque moi je suis dans les Alpes d'Haute-Provence, on a des lieux avec la dalle, notamment aux ammonites, et j'ai l'impression d'être avec une ammonite. Explique-moi là, parce que là je suis perdu. Alors, tu vois, c'est les deux à la fois parce que c'est une ammonite quand on regarde la maison en plan, mais en même temps, quand on la tourne, on retrouve peut-être plus la notion de pistil à l'intérieur et de pétale à l'extérieur. Donc, voilà, cet habitat ressemble à ça. Et les plans sont libre accès, hein, donc les plans sont délivrés gratuitement. Vous pouvez tous y avoir accès. Vous pouvez retravailler ces plans sur SketchUp. C'est tout sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez les transformer, vous pouvez les améliorer, mais vous devez partager vos améliorations gratuitement, comme moi je vous donne les plans gratuitement. C'est très Et ce qui généreux de ta permet part. merci, ce qui permet de faire évoluer un prototype de manière intéressante. Voilà. Si je regarde par rapport à la taille du petit personnage, c'est quand même assez important. Là, on n'est pas dans le petit cabanon, hein. Ah non, non, le centre, le pistil fait 40 mètres carrés et puis est assez haut pour pouvoir greffer des pétales sur les côtés. Et les pétales, eux, font 8 mètres carrés par pétale. Et comme il y en a 5 là sur le dessin, eh bien, on a 40 mètres carrés aussi dans les pétales. Donc en tout, ça fait 80 mètres carrés habitables, plus une mezzanine où il y aura de la surface non habitable dedans, mais enfin qui est quand même utilisable, qu'on pourra mettre dans le pistil si on le souhaite. Plus à titre d'espace de rangement alors. Ah, bah, ça, c'est comme on veut, hein. Il y a des gens qui adorent dormir dans des espaces qui ne sont pas forcément très hauts. Là, ben, on utilise la législation et la loi carrée qui nous dit qu'au-dessus de 1 mètre, en dessous d'un mètre 80, on ne compte pas les mètres carrés. Donc, ça nous permet de rester dans des surfaces raisonnables. Oui, mais là, si on compare ça, à ce moment-là, il n'y a aucune tiny house qui fait des mètres carrés. Donc, effectivement, les gens qui ont cette habitude d'être dans l'espace plus contraint, ben, ils récupèrent le moindre espace, effectivement, pour avoir du confort dedans. Mhm. Oui, mais par exemple, si tu construis la maison nomade qui fait 40 mètres carrés, sous certaines législations, ça peut être intéressant de rester, les législations de camping en particulier, de rester sous les 40 mètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même fait attention à ça. Et les 40 mètres carrés, on est bien d'accord, sont en loi Carrez, hein? Et donc là, tu es compris comme habitat léger au niveau législatif. Oui, oui, c'est de l'habitat réversible. Alors aujourd'hui, on parle d'habitat réversible, d'habitat démontable, c'est-à-dire que c'est de l'habitat qui va pouvoir être déplaçable et du coup, il ne se répond pas aux mêmes législations que l'habitat ben, lourd qu'on connaît. Voilà. Donc, si on Mm. prend maintenant les quelques étapes dans la construction, ça me paraît logique que là, puisque tu me parlais que tu es un peu sur base d'une ossature bois, bon, on n'est pas à même le sol. Donc, on va évidemment pas mettre du béton, puisque ça doit être réversible et démontable. Donc, je suppose que tu vas partir par un système de pieux. Ouais, ça c'est très important. En effet, on n'a pas de fondation. C'est un des principes de l'habitat réversible, c'est de ne pas avoir de fondation. Donc ça, c'est absolument obligatoire. Et puis de toute façon, écologiquement, ça a tout son sens. Donc on va vers des systèmes de pieux, des vis de fondation, hein, que tu connais bien puisque tu les as présentés dans tes vidéos. Et dans le cas présent, c'est des vis qui, en général, à moins que le terrain soit sablonneux, auquel cas il faut faire une étude de sol, évidemment. Mais nous, comme on est un habitat relativement léger, on prend des vis de 80, 1 mètre de long. En général, ça va pour la plupart des terrains. Puis, tu as Et un seul puis, endroit, à mon avis, où il y a plus de poids. Au centre, tu as un pieu central ou pas? au centre, on reporte. Non, non, il n'y a pas de pieu central dans l'habitat. Par D'accord? contre, il y a bien des vis. Il y a bien des vis euh, de fondation ou des pneus qui viennent au centre parce que, attends, j'essaye de montrer comment elles centrent, mais du coup, isolation, ouais,
Ça, c'est pas évident de faire dans une vidéo. Non, mais Je c'est prends le pas temps. grave. Je sais que tu avais une photo que tu m'avais partagée, que je remettrai aux gens. C'est de montrer un peu le point de départ avec tes différents plats et tes différentes possibilités de fixation, je dirais, pour répartir le poids sur les différents points d'appui. Donc, si je reviens maintenant sur ta base, on va mettre cette fondation sur des plats. Alors, ces plats, on peut les mettre soit avec des pneus, comme je montrais dans une petite vidéo qui a été faite, mais très sympathique, sur l'explication justement de la construction. Soit ça peut être des pieux vissés, mais là, il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien. Et si les gens ont des craintes un petit peu sur l'aspect du poids d'un pneu, d'un pieu plutôt, on est quand même avec 500 kilos le pieu. Et si jamais il le faut, il existe des platines pour relier plusieurs pieux ensemble. Et là, on peut monter jusqu'à 1500 kilos au pieu. Donc, vous êtes largement bon pour un habitat léger. Mmh. Voilà, voilà. Techniquement, voilà, et puis nous, on a utilisé des pneus, qu'on met sous chaque angle de l'habitat. Donc il y en a, bon, on va peut-être pas faire le détail, on va pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, les pneus, c'est une autre solution. C'est une solution qui est très accessible au niveau coût. On remplit les pneus de gravier, mais tout ça, vous aurez sûrement des vidéos que vous pouvez consulter, et du coup, regarder concrètement. Je pense que tu mettras les liens par rapport aux vidéos Bien sûr. de Mais par de contre, ce que j'ai de trouvé très intéressant, c'était ton système de laser pour équilibrer sur tes pneus, puisque fatalement, il y aura du dévers du terrain et les pneus sont mis à même le sol, donc c'est logique qu'on n'ait pas la récupération là du dévers. Et là, tu as mis des rondins de bois que tu as adaptés à la hauteur pour avoir l'horizontalité parfaite pour ton plan de travail après. Mmh. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. C'est du châtaignier qu'on a été chercher dans le coin, donc tout à fait local, et qui a été coupé, et voilà. Ouais. Mais Donc, j'y ai pas participé parce que pendant ce temps, on construisait, donc c'était un chantier de formation. Pendant que les fondations se mettaient en place, une équipe faisait ça et une autre équipe construisait l'ensemble des pièces. C'est-à-dire, quand même, on parlait dans les grandes lignes, les cadres, les piliers, les et les pièces de charpente, les arbalétriers, toutes ces pièces qui vont être la structure de l'habitat, quoi. Mmh. et là aussi, je trouvais quelque chose de très étonnant, c'est que tu ne travailles pas avec des gros madriers, mais c'est vraiment de l'assemblage de petites pièces ensemble. Donc, quelque part, c'est relativement facile au niveau du montage. Oui. Oui, 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 oui. En fait, on a construit, j'enlève les couches comme ça vous voyez Oui. plus la structure, comment c'est fait, et du coup, on colle et on visse. Oui, la première chose, on fait un plan de travail. Un plan de travail assez grand pour pouvoir construire des cadres qui font en gros 2 mètres de large par, 3 mètres de haut. Tout ça, c'est aussi extrêmement bien documenté par vidéo, et ce sera aussi documenté par des livrets. Donc, sur la maison en pétale, on a fait toute une documentation pour autonomiser, et accompagner les gens dans la possibilité de construire cet habitat. Donc voilà. Et donc, une fois qu'on a construit cette table, en fait, on construit les pièces en général en 3 couches de bois collées, clouées. C'est un système génial, que j'ai utilisé depuis le début, qui fonctionne extrêmement bien, qui permettrait de penser à toutes sortes d'habitats, innovants dans le futur. Et d'ailleurs, on est sur des projets plus classiques d'habitat carré, mais où on continuera de travailler avec ces 3 couches de bois collées, clouées. Et alors, si Voilà. je me comprends bien, tu as un genre de clé de voûte centrale, et là, tu as une pièce spécifique, si j'ai bien vu ta vidéo, où toutes tes poutres, tes arbatriers viennent s'emboîter dedans. Voilà, c'est ça, c'est une pièce métallique. Et ça fait clé de voûte, ouais. Là, elle est pas totalement dessinée sur SketchUp parce qu'il y a des ailettes qui viennent s'appuyer sur les arbalétriers, mais là, ça c'est pas dessiné sur SketchUp, et vous verrez là dans d'autres documents. Et voilà, Et dans on a le creux, on pourrait éventuellement, un peu sur le principe de la yourte, faire sortir une cheminée là-dedans. tout à fait. On peut sortir une cheminée. C'était dimensionné pour ça, c'est-à-dire qu'on a les 40 centimètres nécessaires pour passer un tuyau isolé.
Et puis, autrement, on peut faire passer de la ventilation et puis on pourrait éventuellement aussi mettre un lanterneau pour amener de la lumière. Mais moi, je suis toujours, étant donné que dans la maison Pétale, on a toutes les possibilités d'avoir des fenêtres sur les côtés, on c'est plus facile de travailler le bioclimatisme avec des fenêtres Tout à verticales fait, qu'avec des fenêtres de toit, quoi. tout à Donc, fait. Ben, c'est génial, en tout cas. Là, ça me donne vraiment envie. Et donc, si je comprends bien, tu as ce rond central qui serait la pièce de vie, et dans tes pétales latéraux, là, tu fais plutôt les chambres, ou bien ça serait l'inverse? exactement. La pièce centrale, elle se prête extrêmement bien à un espace commun, à un espace, de réception et en gé c'est presque dommage de le couper au niveau architectural et en tout cas, quand on a des pétales, ça permet de le garder, intact, si ce n'est en y mettant une mezzanine, sur une partie, hein, de l'habitat, Oui, pas sur oui. l'ensemble du dodécagone. Et puis les pétales servent de chambre, servent de salle de bain, servent de toilette. Il y a toutes sortes de possibilités et puis, évidemment sur le plan là, vous en avez 5 parce que, les amis pour lesquels on a construit le prototype, dont j'aurai l'occasion peut-être de parler tout à l'heure, avaient besoin de 5 pétales, mais on pourrait en construire 2, on pourrait en construire 3, on pourrait en construire 12 éventuellement. Et un peu comme j'ai vu déjà certains promoteurs de maisons tiny house ou bien sous forme des conteneurs, on pourrait en relier plusieurs maisons pétales entre elles. Tout à fait, tout à fait. C'est si tu veux tu le sais, toi qui as construit une maison en sature-bois, le sature-bois a une immense souplesse au niveau de l'utilisation et c'est vraiment moi ce que je trouve génial dans le sature-bois, c'est qu'à la fois la construction est assez rapide. Nous, on a une préfabrication des pièces, donc la construction, il y a une phase préfabrication à l'abri, de la pluie dans un atelier et puis il y a une phase montage qui est super rapide. C'est-à-dire que par exemple, en une journée, on va construire la plateforme une fois que les pièces sont découpées. Et puis en une autre journée, on va construire la structure et on sera pratiquement hors d'eau au bout de 2 jours ou trois, tu vois. Ah, Voilà. super. Et on Et tu peut, as du une coup, idée sur le... Je sais que c'est tout le temps compliqué de parler d'argent parce que ça dépend à quel moment les gens vont voir la vidéo ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu aurais un peu une idée en première œuvre, donc uniquement, je dirais, la carcasse qui est faite avec l'isolation, à combien plus ou moins ça pourrait revenir? écoute, oui, c'est toujours un petit peu délicat. Nous, on est en autoconstruction, donc, hein, sans parler des Bien frais sûr, de bien sûr. main-d'œuvre. Avec une négociation des matériaux, on est autour de 500 € du mètre carré. Ouais, ce qui est Voilà, ridicule comme fabrication. voilà, voilà. Avec des pneus, ça coûtera un petit peu plus cher avec des vis de fondation. Voilà ce qu'on peut dire, tu vois? Les vis auront juste l'avantage de pouvoir jouer un petit peu sur le côté délai, parce que les pneus, évidemment, la grosse contrainte, ben, c'est le remplissage qui prend énormément de main-d'œuvre. Ben, à partir du moment où on a plein de copains qui viennent donner un coup de main, c'est parfait. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, Pour ceux qui voilà. critiquent un petit peu que le pneu, c'est pas très écologique, ben, j'aurais tendance à dire, ce qui n'est pas écologique, c'est l'avoir produit. Une fois qu'il est produit, ça devient un déchet. Et si on peut recycler du déchet, il ne polluera pas plus le sol non plus à partir du moment où il est plus en contact avec l'air. Mmh, mmh, mmh mh. Voilà. Tout Super. Et en plus, je pense que dans ton astuce, si j'ai bien vu, vous faites un pneu qui va être rempli de terre et l'autre qui va être rempli de petits cailloux, ce qui permettra d'éviter les remontées capillaires. oui, 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 oui. Écoute, m'interroge pas trop là-dessus, je m'en suis pas occupé et heu Non, on va je laisser la suis vidéo parler à notre place, donc ça sera très voilà, bien. Tracasse exactement, pas. regardez la vidéo, je l'ai mais il y a quelque chose comme ça, il me semble bien, ouais, ouais, tout à fait. Et alors, ben, tu reviens un peu dans toutes les notions, un peu de la construction que moi j'essaie de mettre en place, qui est essentiellement la construction Saturbois avec toutes ses variantes. Et là, ça en fait partie pleinement. Et du coup, ben, un des principes pour que la construction bois soit efficace, ça va être d'amener des principes du bioclimatisme, notamment avec la bonne orientation. Ben, donc, fatalement, tout à baie vitrée, on voit l'intérieur entre les 5 pétales qui là va être fort exposé au soleil. Ben, là, tu vas
amener justement ce soleil pour l'hiver et l'entre-saison à l'intérieur. Et pour l'été, ben, tu t'en protégeras. Alors, je vois en blanc, j'ai l'impression que c'est peut-être des protections solaires, non? Voilà, voilà, ce que vous voyez en blanc, c'est en effet des, on va les mettre en entier là, voilà, comme ça. C'est des protections en ouest. Donc si vous voulez, vous avez le sud, là où la protection est la plus fine, hein, c'est-à-dire sur le panneau d'à côté, hein, là où il y a pas Oui. de protection, vous êtes au sud. Et puis là, vous avez une protection qui grandit en fonction du mouvement du soleil allant en ouest. Et ces protections, on peut les enlever en hiver. Voilà, elles seront à construire, on n'a pas encore fait. C'est du travail tout ça, et on n'a pas d'entreprise qui travaille sur les finitions de la maison, hein. C'est tout avec des budgets vraiment petits, que la famille qui va habiter cette maison travaille. Donc voilà, mais Eux veulent habiter c'est à l'année. bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est l'occasion de parler de Jonathan Attias et Caroline, sa Bien sûr. compagne, leurs enfants, qui sont des personnes extrêmement impliquées dans la diffusion de l'habitat léger, on va dire, et qui ont un lieu d'expérimentation en Haute-Vienne, ils ont déjà plusieurs habitats. Ils étaient ravis de pouvoir accueillir cette expérimentation. Et à cause de leur demande justement d'un logement avec des chambres, on s'est rencontrés et on a eu très très envie de travailler ensemble. Jonathan Attias a écrit un livre qui s'appelle Désobéissance fertile. Il y a toute une réflexion autour de l'écologie, de la situation actuelle, de la possibilité d'expérimenter des nouveaux modes d'habiter qui semblent essentiels pour repenser notre manière d'habiter la Terre, tout simplement. Et tout ça, c'est une réflexion dans laquelle j'étais ravi de m'inscrire en tant que concepteur. Et, euh, et euh, du coup, c'est des gens merveilleux qui vivent à la campagne, dans une zone non constructible, et qui ont fait le choix de construire cet habitat sans autorisation, en développant l'idée que si on habite un territoire en l'agradant plutôt que le dégradant, donc agrader, c'est l'améliorer, planter, replanter, amener une diversité, et du coup, on est dans notre légitimité d'expérimenter des nouveaux modes d'habiter la Terre. Voilà quelle est leur philosophie et pourquoi j'ai eu tant de plaisir à construire cet habitat pour eux. Voilà. Du C'est coup, super, en tout cas, une belle philosophie derrière. Mais moi, je pense ouais. même à ça pour les gens qui veulent le faire peut-être de manière un peu plus légale, parce qu'effectivement, même si c'est un montant plus dérisoire, ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur fasse démonter ou quoi que ce soit la maison. Tu pourrais même imaginer ça sous forme de construction toujours réversible, mais entre guillemets, avec un vrai dossier de demande de permis de bâtir. Et puis, s'ils demandent ou ils exigent d'avoir un bardage extérieur, ben, ta maison le permet tout à fait. Et s'il t'impose de mettre un genre de crépi, ben, ta maison le permet tout à fait de le faire aussi. Ah oui, oui, oui. Après, il y a souvent la pente de toit qui peut être problématique par rapport au plan local d'urbanisme et aux législations locales. Il y a des endroits où les pans multiples sont mal acceptés. C'est comme ça, c'est pas grave, mais en effet, cette maison, elle peut être implantée avec un permis de construire, avec un permis d'aménager. C'est juste les circonstances qui ont fait qu'on l'a construite dans ces conditions-là. Enfin, ça ne m'appartient pas d'ailleurs. Moi, j'ai mené mon expérimentation, j'ai accepté de développer le, la conception des pétales, parce que finalement, la maison, le pistil, c'est une maison nomade rehaussée. Oui. Et lui, il fallait réfléchir à la manière dont on construirait les pétales essentiellement. Et voilà. Donc, peu importe, après, c'est un choix personnel, comme tu dis, avec ou sans permis de construire, voilà.
Tout à En- fait. Et quand tu parlais de réversible, ça veut dire que presque tous les panneaux sont aboutis les uns aux autres et pas vissés, ou bien il y a quand même une partie qui est vissée? Non, non, les pièces principales entre elles, elles sont pas vissées du tout. C'est, si tu veux, c'est un emboîtement des parois avec des piliers. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. En fait, on a des cadres qui sont en jaune clair et puis les piliers, ils sont en trois couches de bois. Donc vous avez du orange et du brun clair au milieu. Ça, c'est le pilier. C'est trois couches, c'est les trois couches de bois d'un pilier. Et ces pièces, elles s'emboîtent. Et puis au niveau de sous les arbalétriers, on met une sangle de chapiteau, donc soit une sangle de camion en fait, ou on met un feuillard métallique. Ok. C'est ce qu'on fait là. Et là, évidemment, il y a des vis. Il y a certaines pièces qui ont des vis. Par exemple, quand on visse l'USB sur les solives de plancher, on met quelques vis pour stabiliser le plancher, pour pas que les panneaux rainurés bouffetés puissent se décoller, tu vois. Oui. Mais dans la construction, là, il y a très peu de vis. Oui, parce que le but ici de tes vis n'est pas pour assurer le contreventement latéral, puisque là, tu as ton fameux feuillard ou bien ta sangle qui vient le faire. Voilà. Et le contreventement est aussi fait par les murs intérieurs qui sont en OSB. Mm. OK? Donc, c'est super. Et Voilà. après, pour isoler, je suppose qu'on va utiliser, là, on peut utiliser tout ce que l'on veut, même éventuellement du chanvre ou bien de la paille, peut-être pas parce que ce sera beaucoup trop épais, mais je suppose que tu vas mettre de la laine de bois ou quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, par rapport à ça, on est sur des épaisseurs d'isolation qui sont pas énormes puisqu'on veut que notre habitat reste déplaçable. C'est quelque chose d'assumé, mais du coup, on peut pas prendre n'importe quel isolant. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas prendre la paille parce que la paille, elle va être efficace à partir du moment où il y a au moins 30 centimètres d'épaisseur de paille. Et c'est très lourd. Et du coup, les panneaux seraient difficiles à récupérer, et la structure d'ailleurs ne serait pas assez solide pour supporter ça. Du coup, ce qu'on met, c'est du panneau semi-rigide en 10 centimètres. C'est du panneau qu'on peut compresser légèrement. Donc, on fait des emplacements 1 ou 2 centimètres plus étroits que la largeur du panneau et on les rentre un tout petit peu en force et ça plaque bien partout, hein. C'est sûr, ouais, ouais, ouais. Voilà, on peut utiliser, nous on utilise la laine de bois en particulier pour la toiture parce qu'elle est assez lourde et qu'au niveau d'effaçage c'est intéressant. Voilà, on a une toiture ventilée, hein, ça j'y tiens, c'est pareil. Oui. C'est une grosse différence avec la yourte. La yourte, vous avez le soleil qui tape sur la toile et sur l'isolant qui est derrière. Et du coup, il n'y a aucun volant thermique. La chaleur rentre assez rapidement dans l'habitat. Là, on a une toiture ventilée. Vous voyez en volet des contrelates. Et ces contrelates sont là justement pour créer une lame de ventilation avant de rencontrer l'isolation, lui-même protégé par un pare-pluie, évidemment. On est vraiment sur la conception de maison ossature bois, c'est-à-dire que on va voir un pare-pluie à l'extérieur et un frein-vapeur à l'intérieur. Et comme on est sur des petites épaisseurs d'isolation, je, je m'applique à prendre grand soin de la manière dont on étanchéifie le pare-pluie. En France, on n'est pas obligé d'étanchéifier le pare-pluie avec des scotch adéquats ou des colles adéquates. Mais moi, je le fais parce que, en fait, tous les courants d'air qu'on va pouvoir éviter dans ces 10 Bien sûr. centimètres d'isolation vont améliorer notre complexe. Voilà. Et je dis tout le temps aux gens, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous former, c'est comprendre comment fonctionne un mur perspirant. C'est super important, c'est la base du système qu'on utilise dans les maisons ossature bois. Et c'est aussi ce qu'il est nécessaire de comprendre pour que votre habitat soit efficace au niveau de son isolation et de ses qualités respirantes. Tout à fait. Là, je vous inviterai à revoir l'autre vidéo que j'ai fait ou qui fait débat entre le contreventement par l'intérieur ou par l'extérieur et savoir si on utilise de l'OSB ou bien d'autres types de matériaux. Avec des grandes Oui, discussions à l'appui
Donc, je sais qu'en Belgique, en tout cas, puisque c'est quand même mon pays d'origine, il y a longtemps qu'on a abandonné l'OSB à l'extérieur. Et en France, ça commence de plus en plus à être le cas. Et tant mieux, ben, demain sera généralisé, et puis c'est tout. Voilà, bah, nous, on a écouté les Belges, on met le contreventement en OSB à l'intérieur. J'aime Ouais. bien qu'on écoute les Belges. Eh bien, Ah, je écoute, moi, suis je mettrais en complément de ce que tu nous as dit, parce que là, on a vraiment l'envie de voir un peu plus sur tout le mode constructif et ça, donc c'était absolument pas l'objet du jour. Et puis, moi, j'ai même l'envie de pousser un peu le cheminement plus loin et d'aller rencontrer tes amis qui sont les futurs propriétaires de la maison, d'aller les voir, mais sur place et de voir comment on vit là-dedans, et peut-être même d'ici journée, qui sait, hein. mmh. Ah oui, c'est des gens extra, je t'invite à aller les rencontrer, c'est chouette comme tout, ouais, ouais. Avec tout grand plaisir. Ben, Yves, en tout cas, tu nous as donné l'eau à la bouche. Je dirais ben, un tout grand merci pour le partage que tu nous as fait non seulement aujourd'hui, mais surtout le partage de tous tes plans. Je mettrai en lien ton site, comme ça, si les gens sont intéressés par en savoir plus, ils vont prendre contact avec toi. Et surtout, ben, ils auront la possibilité aussi de voir le moyen comment récupérer les plans. Il y a la maison A qui a fait parler beaucoup d'elle avec justement une architecte, alors j'ai oublié son nom, mais qui a partagé tous ses plans parce que justement elle voulait que ce soit accessible au plus grand nombre. Eh bien, demain, il y aura la maison A et la maison en pétale qui sera de cette manière-là. Oui, tout à fait et moi j'ajouterais quelque chose, c'est-à-dire que, comme tu le sais et comme tu l'enseignes, dans ton cursus, il y a tout un travail de préparation, d'achat des matériaux en amont qui a été fait par, mon ami, Antoine Tabarriès, et c'est vraiment un travail énorme et là, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est de suivre la formation que tu proposes parce que ça, c'est vraiment très utile d'être prêt au moment où on arrive sur le chantier, au moment où on peut construire les pièces, d'avoir le matériel. C'est vraiment pour ça que j'ai eu aussi envie de faire une vidéo avec toi, c'est que là, tu apportes une expérience et des compétences qui vont être, précieuses, pour un bon déroulement du chantier. Voilà, tu peux dire quelque chose là-dessus, mais voilà, c'est là Ben, écoute, autour un de tout ça grand qu'on merci, là, ça me flatte. Maintenant, ce que je veux surtout faire, c'était, dans la formation, c'était d'ouvrir des portes et entre guillemets, ben, si j'ai réussi à le faire et je ne suis pas professionnel, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et effectivement, la construction, on s'est aperçu que si tout était bien agencé, parce qu'ils ont des plans, des choses ainsi, donc c'est relativement facile une fois que ça a été bien orchestré. Par contre, la phase de conception, c'est une phase qui est beaucoup plus longue et qui souvent est négligée. Et puis, on voit des gens, j'ai reçu ce matin quelqu'un qui me dit combien coûte une maison de 150 mètres carrés. C'est comme si je te pose la question, ben, combien coûte une voiture? Je pense qu'il y a déjà des carcasses qui sont pour une centaine d'euros, il y a moyen d'avoir une voiture. Je pense que malheureusement, il y a des gens assez stupides de payer 300 000 euros pour une voiture. Entre les deux, il y a plein de choses. Ben, je pense qu'en construction, me poser cette question-là, ce gars-là n'est absolument pas prêt pour un projet. Maintenant, si dans son idée, c'était juste d'avoir un estimatif pour aller voir son banquier pour savoir si son budget permettait, là, je dirais, ben, il y a une fourchette relativement large et je pense que tes 500 euros le mètre carré sont un bon chiffre à donner et que si on va de l'autre côté avec une partie où il y a beaucoup de main-d'œuvre et de professionnels avec de l'expérience à mettre dedans, par exemple la maison en paille, mais qui serait entièrement faite par des professionnels recouverts de terre, donc ce sera très chronophage. Donc là, on est plus à 3 000 euros le mètre carré. Entre les deux, ben, le fossé est grand, hein. mmh, c'est ça, c'est Et ça. moins tu as d'argent, plus tu prends des matériaux qui coûtent bon marché, et plus tu impliques tes amis, et à ce moment-là, tu arrives à l'équilibre de ton budget. Ouais, tu vois, là, on est sur quelque chose où on utilise encore du matériel industriel on utilise de la technicité et les gens qui ont vraiment, vraiment pas du tout d'argent, ils vont plus aller vers des constructions paille peut-être ou des constructions en terre ou des constructions avec des matériaux locaux comme des branches qu'ils vont trouver dans la forêt, ils vont construire des cabanes et tout est génial, tout est bien. Heu, Ma recherche, juste pour, synthétiser, c'est une recherche de pouvoir avoir un habitat extrêmement durable, qui soit extrêmement efficace au niveau énergétique, qu'on n'ait pas besoin d'y revenir, qu'on n'ait pas besoin de changer, la toile, Tout et à fait. cetera, dans 5 ans ou 10 ans.
Du coup, bah, ça devrait être intégré dans les coûts et c'est en général plutôt sous forme de surprise que ça se découvre au bout de tant d'années. Donc, vraiment, moi, je pense à un habitat qui puisse durer, 100 ans, voire plus. Une ossature bois, à partir du moment où elle est hors d'eau, et qu'elle n'est pas attaquée par l'eau et l'humidité, elle peut durer des siècles, des siècles. Eh bien, super. Yves, je te remercie en tout cas de ce chouette moment de partage. Et puis, ben, tous tes liens seront annexés. Donc, on ne se tracasse pas qu'il y aura certainement des contacts qui seront pris avec toi plus tard. Je te dis un tout grand merci et à bientôt. À bientôt Jean-Luc. Au revoir. Salut.